Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les résultats de AutoZone et Costco qui ont publié leurs résultats cette semaine du coup. Résultats qui ont été plutôt mitigés pour AutoZone et très très bons pour Costco. On va regarder ça ensemble. Donc d'abord, on va regarder les résultats, donc la présentation, et ensuite, moi, je vais vous montrer mes notes que j'ai prises pour le conf call pour essayer de mieux comprendre les résultats et savoir à quoi s'attendre pour les prochains trimestres. Du coup, on va regarder du côté de AutoZone. Donc, la première chose à savoir, c'est que durant ce trimestre-là, ils ont bénéficié d'une semaine supplémentaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 16 semaines, ils en ont eu 17. Donc, honnêtement, on s'en fout un peu des chiffres gap, parce que du coup, les chiffres gap, ils vont comptabiliser en plus, du coup, cette semaine supplémentaire, et donc ça va booster artificiellement les chiffres. Donc, nous, on va regarder les données ajustées. Donc, au niveau des données ajustées, on a du 2,6% de croissance des ventes. Au niveau de la croissance comparable, alors ils vous l'ont pas mis en ajusté, mais on peut très bien le prendre ici, c'est la même chose. On a du 1,3% pour le total de la compagnie, et on voit encore une fois que l'international joue pour beaucoup dans les ventes comparables. Et enfin, voilà, au niveau des rachats d'actions, vous le savez, AutoZone, c'est une action cannibale qui va racheter massivement ses actions avec ses gros free cash flow, et donc elle a réussi à diminuer son nombre d'actions de 6% durant le trimestre, donc encore une fois, c'est excellent. Malheureusement, au niveau de tout ce qui est marge, frais d'intérêt et même marge brute, ça pique un peu. Voilà, la hausse des coûts est passée par là, donc vous le voyez ici. À chaque fois que vous avez des parenthèses dans le delta, ça veut dire que c'est négatif. Donc en fait, toutes les marges globalement sont en diminution. Malgré ça, au final, ben voilà, la magie des rachats d'actions opère, et donc vous avez bien votre BPA par action qui est en augmentation de 3,5%. Donc voilà, c'est un trimestre plutôt mitigé, mais quand on prend en compte la conjoncture économique et qu'on sait qu'il y a plein de boîtes qui galèrent, qui ont des chiffres immondes, voilà, là ça permet de temporiser un peu. Et donc on va regarder plutôt les chiffres annuels vu qu'ils sont également sortis. En fait, AutoZone publie en décalé, c'est-à-dire que son exercice fiscal se termine fin août et plutôt que le 31 décembre. Et au niveau forcément voilà, de l'année, c'est quand même un peu plus correct. On a toujours du coup du 3,8% de croissance des ventes. On a même racheté un peu plus d'actions durant l'année complète plutôt que dans le trimestre. Ce qui fait qu'au final, voilà, vous avez quand même une croissance du profit opérationnel de 6,6%, un bénéfice net en augmentation de 2,9% et la magie du rachat d'actions opère. Vous avez donc une croissance à 2 chiffres du bénéfice par action. Donc là aussi, c'est quand même excellent pour une période, encore une fois, très compliquée pour l'entreprise. Voilà, ils ont continué à ouvrir de nouveaux magasins à environ 2-3%, avec forcément un focus sur les marchés émergents, donc Brésil et Mexique. Concernant les notes du conf call, les voici. J'ai noté plusieurs points. Le premier, c'est le potentiel d'augmentation de la part de marché à long terme. Donc il y a encore des investissements à faire dans les inventaires, l'amélioration de l'exécution et de la livraison. C'est intéressant parce que du coup ils sont pas encore à leur plein potentiel. Et enfin, il y a de gros investissements prévus dans les hubs et méga hubs au deuxième semestre 2025. Et il note aussi également que ça devrait améliorer les ventes comparables, ce qui est intéressant du coup parce que là au dernier trimestre on l'a vu, les ventes comparables sont quand même très très faibles, positives mais très très faibles. Le deuxième point, c'est que les marges selon eux devraient continuer à s'améliorer durant les prochaines années, ce qui nous fait en fait un troisième levier pour faire croître la boîte, en plus des rachats d'actions et de la croissance des ventes, notamment soutenue par les ouvertures de magasins. Concernant le troisième point, ils vous disent qu'au Q1 2025, donc d'ici 3 mois, le DIY, c'est le do-it-yourself, donc la partie particulier, et le do-it-for-me, c'est la partie professionnelle. Elle devrait légèrement s'améliorer, donc ça va être assez modeste. Par contre, au Q2 et au Q3, donc ça va être une histoire un peu de timing, ça devrait être quand même beaucoup plus important. Et enfin, voilà, ils s'attendent tout simplement que l'année 2025 devrait être bonne, avec la hausse de la confiance des consommateurs et une inflation légèrement plus importante qu'en 2024. Et on le sait, avec ce business model-là, AutoZone est capable de répercuter la hausse des prix aux consommateurs. Un point que j'ai noté, que en fait je ne savais pas tout simplement sur cette action-là et que j'ai trouvé particulièrement intéressant, en fait ils vous disent globalement, là vous avez tout le texte, vous pouvez faire pause si vous voulez, moi je vais vous le traduire en fait.
Historiquement, depuis 20-30 ans, on a un secteur où il y a de moins en moins de transactions, donc moins 1 à moins 3% par an, mais par contre, vous avez un ticket qui est plus élevé, donc 3 à 5%, et tout simplement pourquoi? Parce que les pièces deviennent de plus en plus qualitatives, il y a de plus en plus de technologie dans ces pièces-là, et donc vous avez une inflation qui est naturelle et qui est retransmise aux consommateurs. C'est sur ce biais-là en fait que va jouer AutoZone. Et le deuxième point que j'ai trouvé particulièrement intéressant, donc pareil, vous pouvez faire pause si vous voulez pour lire, moi je vais vous le résumer, c'est que AutoZone est un business où la baisse des prix n'a très peu d'impact sur la demande, c'est-à-dire qu'en gros on est sur un business qui est fortement inélastique, donc c'est un business où vous pouvez augmenter les prix et les gens vont continuer à acheter leurs pièces, mais par contre si vous diminuez les prix, ça n'affectera absolument pas la demande, donc en fait c'est un business inflationnaire et où la demande est constante, donc c'est hyper intéressant pour du long terme. Voilà. Et enfin, le dernier point, ça c'est un point un peu plus technique, c'était sur les investissements, donc notamment dans les SG&A, c'est-à-dire les Sales General and Administrative, donc en gros les dépenses opérationnelles. En fonction de la croissance des ventes, ils vont adapter la croissance du coup de ces dépenses-là, donc ça va être tout ce qui va être employé, marketing, RH. Pour protéger leur marge. C'est-à-dire que contrairement à d'autres acteurs, vous pouvez le voir ici, notamment comme O'Reilly, c'est un des principaux concurrents, eux ils vont avoir une approche équilibrée pour protéger leur marge, quitte peut-être à avoir une croissance des parts de marché moins importante que certains concurrents. Donc là on voit bien avec AutoZone que ici c'est vraiment la protection des marges plutôt que la croissance à tout prix du chiffre d'affaires qui compte pour eux. Du côté de la valorisation d'AutoZone, en fait c'est quand même assez simple à valoriser, c'est même particulièrement simple, c'est que c'est assez rare des boîtes comme ça. Tout simplement voilà, vous savez que à moyen long terme vous allez avoir une croissance qui est hyper stable et qui est autour de 11-12% de croissance du bénéfice par action. Donc voilà, moi c'est une boîte que j'aime bien, payer moins de 20 fois les bénéfices, donc là on est autour des 3200 euros et quasiment 22 fois les bénéfices, donc tout simplement si je devais rentrer sur le titre, j'attendrais potentiellement une baisse de 10%, ce qui nous ferait un prix autour des 2900. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une belle ligne de support sur les 2900. Donc voilà, j'attendrai peut-être ici, mais dans tous les cas, j'ai 20% de mon portefeuille aux États-Unis sur cette valeur-là et je cherche absolument pas à la renforcer. Donc de mon côté voilà, je reste investi mais je ne l'achète pas à ces niveaux là. Pour le business de Costco, au niveau des résultats ça va être complètement différent de AutoZone pardon. Rappelez-vous, tout à l'heure on a dit qu'il y avait eu une semaine en plus durant ce trimestre là, et bien là Costco c'est l'inverse, il y a eu une semaine en moins par rapport au dernier trimestre. Donc là encore une fois on va aller chercher les résultats ajustés, et au niveau des résultats ajustés il vous le montre juste ici. Donc en normalisant avec la semaine additionnelle on a du plus 7,3% de croissance, donc c'est des résultats qui sont juste exceptionnels et parmi les meilleurs si ce n'est les meilleurs du secteur. Tout simplement parce que Costco va partager ses économies d'échelle et de bénéfices avec ses consommateurs en réduisant les prix, ce qui va attirer forcément encore plus de monde, et notamment dans une période économique compliquée comme on le vit en ce moment. Voilà, tout le monde va se ruer chez Costco et là c'est une explosion du chiffre d'affaires que vous avez. Donc c'est excellent au niveau des chiffres. Au niveau des ventes comparables, vous le voyez encore une fois, vous avez du 5,4 et en ajustant du coup des effets de change et de l'essence, des prix de l'essence qui sont forcément hyper cycliques, vous avez du plus 6,9%. Donc encore une fois c'est exceptionnel, vous n'avez aucune entreprise dans ce secteur là qui a ces taux de croissance là. C'est principalement forcément dû à une hausse des visites des clients, et vous avez une croissance du ticket moyen qui est négative, mais encore une fois si on ajuste ces chiffres là de l'effet de devise et l'effet de change et de l'inflation de l'essence, vous avez finalement une croissance comparable qui est positive. Donc voilà, dans tous les cas ça reste des résultats qui sont extraordinaires, et en plus de ça vous avez forcément la partie e-commerce qui soutient fortement les ventes avec quasiment du plus 20% de croissance. Donc là encore une fois c'est exceptionnel. Du côté des marges, vous avez une augmentation de la marge brute et malheureusement une diminution de la marge opérationnelle due forcément à une hausse, encore une fois on en parle ici, des SG&A, donc tout ce qui va être
dépenses opérationnelles. Encore une fois, quand vous prenez les données du coup ajustées, vous avez quand même une croissance du bénéfice par action dilué de 12,7%, donc c'est quand même exceptionnel, encore une fois, sans recourir à de la dette pour racheter des actions. Donc c'est là que vous voyez vraiment la force du business model de Costco, notamment en période économique compliquée. Pour les cartes de membership, donc ça c'est des cartes qui sont hyper importantes puisque c'est avec ça qu'elle va réaliser une grosse partie du bénéfice opérationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait elle vend des abonnements et sur ces abonnements là elle paye quasiment aucune charge, si ce n'est peut-être une dizaine de personnels pour gérer les abonnements et ensuite créer les cartes. Ici vous avez des taux de renouvellement des cartes qui sont juste extraordinaires, donc supérieurs à 90% et une croissance du nombre de cartes qui est là aussi fantastique, hein. Vous avez du plus 7% de croissance, ce qui permet là aussi de fortement soutenir la croissance du bénéfice opérationnel. C'était tout à peu près pour le résultat. Bon là après voilà, il y a quelques informations. Il continue également d'ouvrir de nouveaux magasins. Il y a à peu près un rythme de 3% par an de prévu pour les prochaines années et qui est d'ailleurs historique, hein. C'est le chiffre historique, 3%. Concernant le Q4 de Costco, ils ont lancé d'ailleurs, et vous le disent ici, un nouveau paramètre sur leur application qui permet de vérifier l'inventaire en direct dans chaque entrepôt Costco, ce qui permet de faire d'améliorer le nombre de visites par magasin. Concernant l'augmentation de la cotisation des membres qui est entrée en vigueur le 1er septembre en raison de la comptabilité différée, c'est-à-dire que forcément en fait quand ils disent que ils vont augmenter le prix de la carte de l'abonnement de 5 ou 10 $, ça se répercutera que l'année suivante quand les gens renouvelleront leur carte. Et donc il y a une comptabilité différée, ce qui fait que l'impact sera minime en début d'année. Donc là c'est assez fou de se dire qu'ils ont enregistré 12,8% de croissance du bénéfice par action sans être affecté par du coup l'augmentation des prix. Et donc la plus grande partie des bénéfices sera réalisée au cours de la seconde moitié de l'année fiscale 2025 et au cours de l'année fiscale 2026. Donc on peut s'attendre à encore plus de croissance pour l'année 2025 et 2026. Donc ça c'est juste complètement fou. Le troisième point que j'ai noté, c'est plutôt pour la partie stratégique du business de Costco. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une entreprise qui va redistribuer ses économies d'échelle. Donc à mesure qu'elle croît, elle va réussir à augmenter ses marges et ces marges-là, donc elle va les redistribuer aux clients, donc les consommateurs finaux et ses employés. Et il y a un élément qui m'a marqué, c'était que ils disaient en gros dans leur conf call que la moyenne des employés a été payée 30 $ de l'heure, ce qui est largement supérieur aux 17 $ de Walmart. Alors pour Walmart, il n'y a pas vraiment de données officielles, notamment il parlait des employés frontline, donc notamment tous ceux qui travaillent dans le magasin. Ça compte pas forcément tous les cadres et notamment le top management, mais on voit bien qu'il y a quand même un sacré gap. Donc on peut forcément imaginer que Costco paye beaucoup mieux ses employés que Walmart par exemple. Le troisième point, c'est qu'ils ont lancé un lecteur de cartes à l'entrée des magasins et tout simplement en fait ça leur permet de mieux contrôler donc le nombre de visiteurs et ainsi d'augmenter la productivité des managers et des employés et ainsi que certaines divisions. Donc là il parlait dans le conf call de la partie produits frais forcément, parce qu'avec tout ce qui va être DLC, la réfrigération des produits, et donc ça permet ainsi d'augmenter les ventes et les marges concernant cette division. Et enfin le dernier point, c'est l'effet de levier des SG&A, donc les dépenses opérationnelles, donc une amélioration des marges tout simplement, qui va être réalisé via les investissements qui ont été réalisés tout simplement au cours des derniers trimestres et l'augmentation du prix du fameux abonnement. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait l'abonnement il a une marge opérationnelle de 90% à peu près, hein, c'est ce qu'on peut estimer. Tout simplement parce que il n'y a aucune dépense qui est liée à cet abonnement, hormis peut-être une dizaine ou même pas une centaine de salariés pour gérer la carte, donc tout ce qui va être frais administratifs, les frais d'impression, etc. Et donc quand vous avez une augmentation du prix d'abonnement de 5 ou 10%, ça va fortement améliorer les marges, parce que de l'autre côté, vous n'allez pas forcément avoir une augmentation des coûts de 5 ou 10%. Donc là, en fait, c'est grâce au prix de l'abonnement que Costco va permettre d'améliorer ses marges au fil du temps, et ça c'est juste un avantage énorme pour cette entreprise là. Du côté de la valorisation, on va se remettre sur TradingView comme on l'a fait tout à l'heure pour AutoZone. Costco, c'est une boîte forcément qui fait envie à tout le monde. Je l'ai en watchlist du moins de mon côté, mais encore une fois ça reste une boîte qui est très compliquée à rentrer en portefeuille. C'est une boîte qui ne respire quasiment jamais. C'est très très compliqué d'avoir des points d'entrée sur ce business là. On va se remettre en vue depuis quasiment 7 ans. En fait vous le voyez, hein, elle a atteint des points bas de 25 fois les bénéfices qu'elle a jamais retouché depuis tout simplement quasiment 6 ans. Donc c'est vraiment compliqué d'entrer sur cette boîte là. Après, quel est le prix qu'on pourrait définir comme correct pour du Costco? Moi je pense que ça devrait être autour de 40
45 fois les bénéfices grand maximum, ce qui nous ferait un prix autour des 665 euros. Donc 40 fois les bénéfices, ce serait à peu près 665 euros. Voilà, ça fait quand même une chute de 25% du titre. Est-ce que c'est possible de voir Costco chuter de 25%? De mon côté, ça me paraît très peu probable. Ce qui me paraît le plus probable, en fait, ce serait peut-être une latéralisation du titre, c'est-à-dire une croissance du bénéfice par action, mais une diminution des ratios de valorisation. Et donc, on aurait un prix qui stagnerait pendant peut-être plusieurs trimestres, voire peut-être 1 an ou 2 ans. Peu importe, dans tous les cas, on n'en a aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est que le titre est quand même beaucoup trop cher actuellement et que voilà, pour rentrer, il faudrait au moins une baisse de 10-15%. Et le principal risque, en fait, ce serait pas de faire une performance négative, mais surtout une performance inférieure aux indices boursiers. Donc nous, si on est là à investir en stock picking, c'est pour faire mieux que les indices. Et donc voilà, on aimerait avoir une marge de sécurité qui est plus importante. Donc pour l'instant, voilà, on va plutôt être attentiste sur le dossier et attendre un potentiel point de correction pour pouvoir investir à long terme dans cette boîte-là qui est juste magnifique. À niveau valorisation, ces deux dossiers-là, comme ils sont excellents, ça reste compliqué d'y entrer, mais voilà, il faut absolument les avoir en watchlist puisque c'est des dossiers qui sont exceptionnellement qualitatifs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Salut!